Bonjour, c'est Michael Desbarons de la Gazette de Rennes-le-Château. Je suis en compagnie de Christian Noumergue et David Gallet. Bonjour. Et nous sommes à Rennes-le-Château d'ailleurs, au Jardin de Marie. Voilà, alors vous allez me parler un petit peu de votre parcours. Déjà, David, parle-nous un petit peu de ton parcours. Tu as commencé ton journalisme pour France 2, TF1, Canal+, tu as fait des émissions. J'ai pas vraiment commencé en tant que journaliste, mais enfin globalement, ouais, j'ai commencé des enquêtes sur le paranormal sur une chaîne de télé qui s'appelle RTL TV, à l'époque, qui était basée à Luxembourg, qui est devenue RTL 9. Et à l'époque, il y avait pas mal d'émissions, dont une émission dans laquelle j'étais journaliste chroniqueur et reporter, parce que j'allais sur le terrain, et cette chaîne-là m'a autorisé à un certain moment à réaliser des reportages sur les phénomènes ovnis, sur tous les trucs bizarres, les apparitions de la Vierge, sur des apparitions de taches sur des murs qui ressemblaient au Christ, etc. Donc j'ai commencé mes enquêtes comme ça, et puis par la suite, je suis rentré à France 2 sur la même thématique. Pendant quelques années, il y a une petite période où je me suis recentré sur mon vrai travail, c'est-à-dire documentaire et surtout de la production audiovisuelle. Et puis je suis revenu chez Sophie Davant à la suite de la sortie d'un bouquin. Et pendant ça a duré 4-5 ans, je crois, toujours avec, il y avait pratiquement 2-3 reportages par mois, et comme ça pendant 4-5 ans, enfin sur la totalité, ça fait quand même un bon petit paquet. Et puis voilà, et en même temps, je travaillais pour, mais alors là, c'était soit ma société de production, soit moi en tant que réalisateur, sur des documentaires ou des reportages, et notamment, par exemple, pour C8, pour le groupe Canal+, ou d'autres, France 5, RMC Découverte, etc., etc. Et ton entrée justement un peu tu te fais connaître par rapport à Rennes-le-Château, c'est 2003, justement, avec Sophie Davant, justement. Alors voilà. Par rapport à la maquette de... C'est ça, exactement. Ouais. Premier reportage sur Rennes-le-Château que je connaissais absolument pas. Et quand on m'a parlé de Rennes-le-Château, je me situais ça déjà en Bretagne, parce que c'était quand même mal barré. Je ne serais pas arrivé tout de suite. Et puis. Il y avait l'abbé Gillard là-bas. Comment? L'abbé Gillard n'était pas loin. L'abbé Gillard, tout à fait. Et puis du coup, oui, je me suis intéressé à l'affaire de Rennes-le-Château. Et puis j'ai, à l'époque, le spécialiste de Rennes-le-Château, celui qui, quelque part, utilisait l'outil internet plus que les autres, c'était notamment Jean-Patrick Courtal. Oui. Et comme il était parisien, du coup, j'ai fait simple, hein, j'ai appelé Jean-Patrick et je lui ai dit, je fais un reportage sur Rennes-le-Château, est-ce qu'on peut y aller ensemble? Et puis du coup, voilà, on est parti avec une équipe de France 2, on a pris l'avion, on est arrivé à Rennes-le-Château, et j'ai découvert Rennes-le-Château, et à cette époque, Jean-Patrick m'avait dit, je vais te faire découvrir, je lui avais dit, il me faut plusieurs intervenants, et je crois qu'il m'a fait connaître André Louzet à l'époque, qui nous a raconté dans un restaurant de très belles histoires sur Rennes-le-Château. C'était passionnant, passionnant en fait quand il raconte ces histoires-là. Jean-Patrick également, et puis voilà, et puis par la suite j'ai rencontré Christian, mais là c'était pour un documentaire sur les sources, les origines du code du Da Vinci Code. Voilà, le code Da Vinci, donc c'est 2004 2004-2005 je crois, et oui c'est TF1 Production, TF1 Vidéo pardon, qui a acheté ce documentaire-là, qui finalement a été diffusé sur France 5 et qui a fait un bon carton d'audience. Et puis surtout, ça a été un plaisir de le faire. Et c'est ma première rencontre avec Christian, qui parlait beaucoup de Marie-Madeleine dans cette histoire-là, parce qu'à cette époque-là, il avait sorti quelques livres sur Marie-Madeleine. Et voilà, et donc c'était une rencontre passionnante. Passionnante, mais une rencontre avec d'autres gens, avec à l'époque L'Huillier, qui était le maire de Rennes-le-Château, avec... qui avait dans le code Da Vinci avec Adjeno Sandri. Oui. Et, enfin, voilà tous ces gens-là. Donc j'ai commencé à peu près à me mettre dedans en étant passionné, parce qu'évidemment c'était une histoire tout à fait extraordinaire. Et puis voilà, passionné mais quand même toujours un peu sceptique. Et j'avais toujours un peu de recul toujours sur cette histoire-là, que j'ai pris un peu comme finalement l'esprit de Plantard, pas de Plantard, mais en tout cas de Cerisay et de Sète, c'est-à-dire... l'endroit me plaisait bien parce que finalement on y faisait des bonnes soirées et puis on rigolait bien et puis on avait quand même des histoires incroyables à se raconter, et c'est un endroit magique pour ça. Voilà, c'était des pataphysiciens. Comment? C'était des pataphysiciens, Cerisay. Ah oui, j'ai oui. D'accord. Une des clés, supposées. Cercle littéraire. On apprend tous les jours. Donc tu as analysé pas mal de choses au niveau dans ce film, notamment la bouteille de vin, on voit le Tour Magdala, 1976. Ouais, c'est pas moi qui l'ai trouvé, hein. C'était déjà populaire, on va dire, dans ce milieu rédéen. Oui. Ouais, rédésien. Voilà, on va dire ça. Ouais. Et il y avait tout ce qui est lié aussi aux préventions, finalement des derniers
des dernières personnes qui est toujours là, c'est Jean-Luc Chômel, qui est toujours là, oui, quasiment, qui connaît bien le dossier, qui a connu chez Vizet, il est journaliste aussi, donc voilà. Du coup, il avait cette approche quand même au départ tout à fait journalistique, hein, avec une bonne connaissance, alors aujourd'hui évidemment une large connaissance du milieu, de beaucoup de milieux d'ailleurs, et un personnage passionnant. Alors après tu as publié pas mal de choses, aussi le paranormal, donc une enquête aussi, La France mystérieuse, En fait c'est le hasard. édition de Porta, où voilà, tous les deux vous faites aussi des publications. C'est un peu le hasard. C'est-à-dire que moi, j'avais pas vocation à écrire, parce que déjà, rien que quand j'écrivais des documentaires ou des reportages, la partie qui m'ennuyait le plus, c'était l'écriture. Donc, imaginer écrire un bouquin, je n'y pensais même pas, mais par contre, comme je travaillais pour un éditeur, mais pas du tout dans l'écriture, c'est quelqu'un qui organisait des concours d'orthographe nationaux, qui avait repris en fait le concours d'orthographe Pivot, de Bernard Pivot, voilà, et donc il organisait avec la Poste, avec des grands groupes, ces trucs-là. Et moi j'étais chargé de produire, diffuser tout ça en direct, à droite, à gauche, enfin c'était un peu compliqué à mettre en place, mais c'était très sympa. Et puis du coup j'ai discuté avec cet éditeur, et à force de parler avec lui d'histoires, de mes histoires de paranormal, de Rennes le Château et tout ça, il me dit il faut que tu écrives un bouquin là-dessus. J'ai dit écoute, je ne suis pas un spécialiste de l'écriture, et en plus de ça j'ai l'impression que ça a été déjà fait 100 fois. Donc elle me dit c'est justement parce que ça a été fait 100 fois que ça marche. Et si ça marche, ça m'intéresse. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, ça va me permettre quelque part de faire une petite rétrospective de tout ce que j'avais déjà fait. Et au lieu de faire un truc sur le paranormal, je me suis dit, bah tiens, je vais prendre ma voiture, je vais me prendre 3-4 mois et je vais sillonner la France pour aller voir toutes les histoires extraordinaires qu'on pouvait raconter. Et j'avais intitulé ça Enquête sur la France mystérieuse, parce qu'il y avait un bouquin qui s'appelait déjà La France mystérieuse chez Chou, je crois. Sur l'édition. Mais alors c'était très succinct, c'était quelques lignes sur une légende à tel endroit, etc. Et moi je voulais pas faire un truc super succinct, je voulais pas faire une liste exhaustive de tout ce qu'il y avait en France, mais d'histoires extraordinaires, de trésors, de légendes, de trolls, de sorcières, d'apparitions, de guérisons miraculeuses, ou de lieux où on pouvait se guérir, les lieux où on peut se guérir en France. Il y en a une liste phénoménale, les fontaines magiques. Alors là, vous arrêtez toute la médecine vu ce qu'il y a pour se guérir en France. Arles-sur-Tech, notamment. Oui, Arles-sur-Tech, absolument. Je suis avec Yves Lignon, j'y suis allé. Ah oui, d'accord. Tu as spécialiste de Rennes le Château aussi. Qui est un bon connaisseur de Rennes le Château. Après, voilà, oui. Spécialiste, j'étais un peu loin. Oui. Il s'y intéresse. Il s'y intéresse, oui, il s'intéresse à beaucoup de choses, mais l'intérêt d'Yves Lignon, c'est qu'il est allé sur le terrain. Il y a eu des poltergeists, il y a eu certaines choses. Avec Benetti. Oui. Ensuite, tu parlais de Jean-Patrick Portal, tu as tiré avec lui sur Rennes le Château aussi, tu peux nous en parler un petit peu. Avec Jean-Patrick. Oui. Portal, tu peux nous parler un peu du livre avec lui. Ah, du livre qu'on a fait là? Oui. Ah oui, absolument. Alors c'est un livre en fait qui est... c'est un peu spécial, parce que c'est une sorte de commande. L'idée c'était simplement, en fait avec la mairie de Rennes le Château, on s'est dit, qu'est-ce qui n'a pas déjà été... donc là, ceux qui regardent la vidéo, ils se disent, mais bon, il est 8h, donc ça veut dire 8, on va attendre un petit peu peut-être. Du coup, on en est peut-être à 5, encore 3. Ouais. Ah, c'est bon, on y est. Ah, parfait. Oui, donc en fait, avec le maire Alexandre Pinco, avec Jean-Patrick et moi-même, on s'est dit qu'est-ce qui n'a pas encore été fait qui pourrait intéresser quelque part les gens qui viennent à Rennes le Château. On se dit en fait c'est simple, il y a plein de lieux que nous on a eu la chance à travers les tournages, les reportages de voir et que le public ne voit pas. Par exemple voilà la tour la Villa Métanie qui est en face de nous, il y a on ne voit qu'une toute petite partie et quand on va dans les étages on voit ce qu'avait fait Bution, on voit ce qu'avait fait Corbu, on voit... En fait c'est vraiment c'est une archive vivante ça. Une peinture de Mouchard. Une peinture de... Non on la voit pas. On la voit plus. Non mais on voit la décoration typique des années 70-80, on voit il y a un grenier par exemple Christian est plus courageux, c'est le plus courageux de nous tous. Dès qu'il y a un truc où ça fait peur, il y va. Avec Chômel, il avait dormi. Oui. Spartiate, c'était assez spartiate. Ah oui, c'est un peu spartiate, ouais, mais bon voilà, c'est pareil pour certains endroits, il y a des endroits souterrains à le château que j'ai pu découvrir aussi, qui sont compliqués d'accès quand même, hein, mais voilà, tous ces trucs-là, je me suis dit, mais c'est dommage que les gens ne savent pas ça, qu'ils ne voient qu'à travers quelques images dans des documentaires. Et donc, si on faisait un bouquin sur les lieux secrets ou interdits de Rennes le Château,
Alors moi, encore une fois, mon métier, avec une grosse modestie, mon talent, c'est plutôt la caméra, quelque part. Donc j'ai dit, à ce moment-là, on va faire ça en vidéo, c'est-à-dire avec des QR codes qui donneront accès à des interviews, des explications, et puis on va voir vraiment ce qui se passe dans les souterrains, dans la Villa Béthanie, dans les lieux qu'on ne peut pas visiter. Et Jean-Patrick s'est chargé des photos et des textes. Donc voilà, donc ça donne un ouvrage qui est collectif, et puis qui est assez sympa. Alors avec Christian aussi, la France codée, tu peux en parler un petit peu aussi, tu as travaillé au concert. Alors, France codée, non. Ça, oui, c'est un bouquin solo, quoi. Ouais. Voilà, c'est bon. Donc la France codée, oui, c'est un tour de France de sites qui ont tous en commun de présenter un codage. Donc c'est le même principe qu'à Rennes-le-Château. On suppose que l'église et le domaine possiblement sont codés, que Saunière a crypté quelque chose qui relèverait ici d'une carte au trésor. Et quand on parcourt la France, en fait, on se rend compte qu'il y a d'autres sites qui datent de différentes périodes, en fait. Donc on passe de la Renaissance à la période contemporaine, jusqu'à dans les années 1980. Où on a des personnes avec des motivations différentes qui, de façon incontestable, et là j'insiste là-dessus parce que c'est un petit peu le problème avec Rennes-le-Château, on est souvent dans du délire interprétatif, c'est-à-dire qu'on projette sur des images des choses qu'on porte en nous-mêmes et on essaie de voir des codages là où il n'y en a pas forcément. Mais là, la grille vraiment de la France codée, c'est des codages incontestables. Donc il y a par exemple le château de Dampierre-sur-Boutonne, qui est évoqué par Fulcanelli, avec 64, donc là c'est une galerie de la Renaissance, avec 64 caissons gravés, avec des images et des phylactères contenant des devises latines qui sont absolument incompréhensibles aujourd'hui. Et donc Fulcanelli a popularisé une lecture alchimique de ce lieu, mais dans la France codée, je montre qu'il y a une autre lecture qui est possible, qui n'est pas alchimique, ou qui est pas alchimique en tout cas dans le sens où on l'entend couramment, et à partir des livres d'emblèmes de la Renaissance, c'est cette lecture-là que je mets en avant, on se rend compte qu'il y a bien des cryptogrammes et un langage codé et un message qui est indéchiffré. Et il y a d'autres lieux, donc tout à l'heure David évoquait la Bretagne, et tu rebondissais du coup sur l'abbé Gillard. Voilà, donc là je parle de l'église du Graal de Tréorinteuc, où incontestablement on a un message, puisque cet abbé a conçu vraiment un langage hermétique, un langage symbolique, et grâce à ce langage qu'il a fabriqué de toutes pièces, eh bien, il a encodé son église. Et la particularité de tous ces lieux, au final, c'est que le message n'a pas été déchiffré de façon satisfaisante. Donc pour chacun de ces lieux, je raconte l'histoire du lieu, de son concepteur, et je donne des clés de lecture, mais sans prétendre à aucun moment avoir déchiffré l'énigme. Au contraire, c'est vraiment une invitation à la quête. Dampierre-sur-Boutonne, par exemple, je montre qu'on a identifié certaines images dans des livres d'emblèmes de la Renaissance. Donc isolément, on connaît le sens de certaines de ces images, mais personne n'a réussi à reconstituer le sens du message global des 64 pierres, j'allais dire. Et c'est un petit clin d'œil d'ailleurs à autre chose qui concerne l'affaire de Rennes-le-Château. Personne n'a réussi à réunir le sens de ces 64 pierres. Voilà, il y a d'autres exemples. Les peintures de l'abbé Gillard. Alors voilà, oui, après, mais sur instruction, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un prisonnier de guerre allemand qui a réalisé les peintures sur instruction, et c'est ça qui est frappant avec l'abbé Gillard, c'est que là, pour le coup, autant à Rennes-le-Château, on peut douter sur on est dans une ambiguïté fantastique sur le chemin de croix de Rennes-le-Château. Pour moi, on est dans une ambiguïté fantastique, c'est-à-dire c'est difficile de trancher est-ce qu'il est codé, est-ce qu'il n'est pas codé, mais puisqu'on en a retrouvé d'autres similaires avec des moules identiques de Giscard. Mais par contre, l'abbé Gillard, c'est une pièce unique, ce chemin de croix, faite sur commande et avec des lieux parfaitement identifiables autour. Et d'ailleurs, il y a un effet de miroir là, qui est stupéfiant entre Rennes-le-Château et Tréorinteuc. C'est que ce qu'on dit de Rennes-le-Château, on l'a réellement à Tréorinteuc, avec ce chemin de croix qui renvoie à des rochers bien réels, bien identifiables, dans la forêt de Brocéliande autour de ce petit hameau. Voilà, donc en gros, la France codée, c'est ça. Et il y a des œuvres plus récentes, comme le Monument des droits de l'homme à Paris, ou la place d'Assassanime, qui sont des œuvres d'artistes, mais qui sont des œuvres codées et sur lesquelles la raison bute, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a un message, mais on n'arrive pas à dire exactement lequel, et on retrouve beaucoup de symboles, là aussi.
est-ce que Von Buren, avec sa fontaine aux 4 lions, aurait pu s'inspirer des 4 lions de l'abbé Gillard? Alors je sais que le rapprochement a été fait. Bon, personnellement, je crois pas, mais après tout, pourquoi pas, hein, après tout, pourquoi pas. Et puis, il y a des choses qui parlent peut-être, même si l'inspiration n'est pas directe, hein, parce que je suis convaincu qu'il y a une connexion et qu'il y a des connexions entre ces deux lieux, qui sont des lieux miroirs l'un de l'autre. Ouais. Je ça peut pas même parler. Oui, et puis alors, ce qui est frappant, c'est que Plantard, donc, qui est venu après architecturer le mythe de Rennes-le-Château, a été à Brocéliande avec Geneviève Zeifel, qui vivait vraiment à côté de Tréorenteuil dans le manoir du Tertre. Donc il est là dès son enfance, en fait, dès son adolescence. Pour moi, il y a un lien. Et puis alors, il y a aussi ce mystérieux voyage de l'abbé Gillard dans le sud qui est mobilisé du côté de Rodez dans l'Aveyron, qui manifestement, et c'est très curieux, est passionné par les Cathares et qui, avant de remonter en Bretagne, serait passé par Rennes-le-Château, l'abbé Gillard. Donc ça, c'est Jean Marcal qui l'explique. Jean Marcal a été très proche de Gillard. C'est presque un espèce de confident à un moment donné de l'abbé Gillard. Et Gillard, sans nommer Rennes-le-Château, lui a parlé d'un village qu'il a visité dans le sud de la France et dont la description ressemblait très exactement, avec une église un peu particulière, ressemble très exactement à Rennes-le-Château. Et le regret de Marcal, c'est d'avoir compris ça trop tard. C'est-à-dire qu'il a compris ça après la mort de Gillard, donc il n'a pas pu revenir et l'interroger sur le dessus, mais lui est convaincu que Gillard est bien passé à Rennes-le-Château lors de son périple vers les citadelles du vertige cathare. Et donc ça fait un élément supplémentaire. Voilà, alors est-ce que après Elisabeth Van Buren a capté aussi certaines choses? Il y a aussi le Héron du Val d'Or qui est lié aussi un peu lié à Rennes-le-Château aussi. Ah, absolument, il y a un lien à travers Plantard. Plantard. Le grand monarque, le vrai pour le coup. Oui, enfin, oui. Le vrai. Oui. Mais une dynamique particulière. Il y a un lien qui est pour moi incontestable, c'est-à-dire que le mythe que Plantard a créé à Rennes-le-Château correspond vraiment à l'idéologie du Héron du Val d'Or. Et j'allais dire de ce qui se cachait derrière le Héron du Val d'Or, parce que c'est ce qui est fascinant avec cette histoire. Hein. C'est vraiment une histoire de poupée russe en fait, hein, et de mystères imbriqués les uns dans les autres. Plantard a eu des hommes de paille, on évoquait De Sède, on évoquait Chaumeil, d'autres qui ont été des hommes de paille de Plantard à un moment donné. Certains s'en sont éloignés par la suite, mais Plantard lui-même a été l'homme de paille d'une entité qui, pour moi, reste invisible et qui est connectée au Héron du Val d'Or, ça c'est certain. Et le Héron du Val d'Or lui-même est l'apparence visible de quelque chose qui est resté invisible, que Paul Lecourt a poursuivi, sans jamais réussir. Voilà. Mais Lecourt s'est buté à ce mystère, c'est-à-dire qu'il n'a pas franchi la porte du mystère. Jeanne Lépine lui a fait entrevoir qu'il allait rentrer dans quelque chose de tout à fait extraordinaire. Elle est morte avant de le faire complètement rentrer dans ce truc-là. Et donc il est resté sur le seuil du mystère, en fait comme on est tous aujourd'hui, sur le seuil de ce mystère qu'on devine mais qu'on n'arrive pas à embrasser quoi, en fait. C'est comme il y a tous les travaux justement dans l'infernal aussi, le Tolérone des morts, où en fait c'est une vision dualiste. L'échiquier, cet échiquier en miroir, le noir et le blanc, puis Desnardos s'habillait souvent en noir, en blanc ou inversement. C'est très intéressant. L'échiquier qu'évoquait David, oui. Effectivement, la conférence, hein, il y a cette tour Magdala qui est massive, donc qui est une pièce noire en fait, et la tour de verre qui est en verre, donc translucide, qui est une pièce blanche. Et c'est vrai que bon, il y a le damier évidemment qu'on va retrouver dans l'église. Il y a un peu ce jeu dualiste constamment, un escalier qui monte, un autre qui descend. C'est vrai que c'est difficile de résumer ça à juste une structure architecturale et à un phénomène de hasard. Pour moi, l'échiquier, voilà, il est au-delà du hasard en fait. Il faudrait retrouver d'autres endroits comme ça avec des types, alors pas forcément des prêtres, mais des gens qui vont faire ce genre de choses, ça serait hyper intéressant. Oui. Même dans ce qu'on appelait des folies à l'époque, parce qu'il y a eu des jardins, des folies, des choses qui étaient complètement incroyables. Je suis allé en Angleterre au jardin de Shedborough Hall, là c'est juste hallucinant. Et là aussi, il y a un système, il y a une symbolique volontaire. C'est un voyage, c'est une initiation, c'est hyper intéressant. Est-ce que Saunière l'a fait ici? Alors ça, moi sur Saunière lui-même, je suis sceptique, hein, parce que j'ai quand même l'impression que Saunière est resté catholique jusqu'au terme de son existence. Mais après, je suis convaincu par contre qu'autour de lui, il y avait des personnes qui l'ont influencé. Lui aussi aurait été l'homme de paille d'un organisme. Et quand on voit ses relations avec Clovis Lassalle, qui est lié indirectement à la Rose-Croix toulousaine, là, je pense qu'il y a une des clés.
c'est un des axes majeurs pour moi de recherche aujourd'hui, c'est le lien indirect que Saunière a pu avoir avec ces milieux rosicruciens toulousains de la belle époque, qui pour moi sont vraiment une des clés pour comprendre l'articulation entre la période saunière de l'affaire de Rennes-le-Château et la période Plantard. Parce que voilà, c'est ce qui est difficile à discerner aujourd'hui, c'est est-ce que Plantard est arrivé à créer comme ça un mythe de toutes pièces, ou est-ce que déjà à l'époque de Saunière, il y avait quelque chose qui était là, qui était en place, du même ordre. Je pense que oui, mais ça reste à démontrer. Et je pense que Clovis Lassalle notamment et les Rose-Croix de Toulouse, comme on les appelle, sont une clé. Plus tard, qui était l'union des maçonneries et Rose-Croix aussi à Toulouse. Ça, on retrouve l'ordre de Toulouse, un peu, qu'on retrouve aussi à une certaine église. Mais oui, il y a plein de zones d'ombre en miroir en fait, tout le temps dans la château. On est vraiment dans une métaphysique de la. Voilà, pas que physicien quoi. C'est un mystère au sens vraiment initiatique du terme, qui n'apporte pas de réponse mais qui interroge. Et c'est ça, je pense, qui est intéressant. Le danger au stade actuel de l'affaire, c'est de prétendre avoir percé ce mystère. Je pense que personne aujourd'hui ne peut prétendre l'avoir percé. Et c'est justement ce qui le rend intéressant, ce mystère. C'est-à-dire c'est une invitation à la quête et une invitation à l'interrogation. On fait tout ça depuis des années, en fait. Et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est quelque chose qui a changé d'une certaine façon notre vision du monde, notre propre existence, parce que voilà, ça nous a connectés à des sujets auxquels on ne se serait pas forcément intéressé à cet âge-là de la vie. Voilà, c'est le principe de la quête. Le principe de la quête, c'est pas l'objectif, c'est pas, pas le but, c'est les chemins. Donc ouais, effectivement, ça c'est intéressant. Il y a plein d'autres d'ombre aussi, comme les derniers versets, les croix pâtées de cerf, la double croix dans les désossaires aussi. Ça, c'est pas partie de croix. Ouais, c'est intéressant. Cette double croix, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est comme le de Jésus, le livre de Rambelin. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a... Ouais. Il y a tout un arrière-plan comme ça qu'on devine autour d'un secret, d'une vieille histoire liée au commencement du christianisme, qui est sous-jacente, qu'on ne peut pas prouver, objectivement, on ne peut pas la prouver, mais on a plein de faisceaux qui vont dans la même direction, et c'est ça qui est troublant, et des petits indices, voilà, des pièces d'un puzzle complètement épars, dont il manque beaucoup de pièces d'ailleurs, mais la croix de cerf, oui, cette double croix semble faire partie de cette histoire. Et à la fois dans l'église. Je ne savais pas, j'apprends pour les châteaux. L'église, ça va. Oui, j'ai été voir. Dans le château, on voit cette croix pâtée. Et derrière l'église, en fait, toujours derrière. C'est une porte, la porte est dans dedans. Je voulais évoquer aussi la fabuleuse histoire des ovnis. Vous avez collaboré tous les deux ensemble sur ce livre-là en 2021. Donc, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce livre-là? Oui, c'est en fait, au départ, c'est un documentaire. C'était quelque chose que j'avais préparé, travaillé depuis. Je traînais ça pendant 4-5 ans. Et puis au final, j'ai beaucoup réduit, j'ai fait beaucoup d'interviews, je suis allé dans pas mal d'endroits. Réduit le truc pour faire, voilà, le principe de base, c'était de se dire, ok, imaginons qu'aujourd'hui on réussisse vraiment à filmer un ovni, je filme un ovni dans mon jardin. Si je suis le seul témoin, vu la technologie aujourd'hui qu'on a pour bidouiller les images et tout ça, c'est mort. Donc on peut bidouiller les photos, les vidéos et tout ce qu'on veut. Alors aujourd'hui avec l'IA encore pire. Et puis surtout on a plein d'éléments. À chaque fois qu'on voyait un truc bizarre dans le ciel, on disait oui, peut-être que c'est de la technologie militaire, des essais bizarres avec du plasma, je sais pas quoi, etc. Ce qui veut dire que quoi qu'on voit dans le ciel, même si on le filme, etc., il y a toujours des gens qui vont pas prouver, mais vous dire c'est possiblement humain, quoi. Or, évidemment, dans le passé, à partir du moment où il n'y avait rien d'autre qui volait que les oiseaux, les chauves-souris et les nuages, à partir de là, ça devient intéressant de regarder tous les cas dans le passé, dans lesquels ils vont aborder alors des cas célestes, des choses qui viennent évidemment de l'espace, des météores, des choses comme ça, des comètes et des trucs comme ça. Et puis des choses beaucoup plus bizarres, par exemple des Romains qui dans leur chronique parlent d'une espèce de bouclier ardent qui se trimballe dans le ciel. D'ailleurs ils se disputent entre eux en disant non, c'était pas un bouclier ardent, c'était une poutre flamboyante ou je sais pas quoi. Ils ont même un vocabulaire pour ça, mais ils ne cherchent pas à expliquer les Romains. Enfin bref, donc tout ça c'est super intéressant. Donc pour le documentaire j'avais collectionné une bonne douzaine de cas, et à chaque fois en faisant appel à des historiens, des iconographes, avec des spécialistes qui m'expliquaient que il y avait quand même un gros problème d'interprétation là-dedans.
C'est-à-dire que l'époque Charou, Van Daniken, etc., où ils ont, dès qu'il y avait un truc bizarre dans le ciel, c'était directement une preuve d'une présence extraterrestre dans le passé. Or, en fait, voilà, non. On ne parlait pas d'extraterrestres, c'était des démons. Alors, de démons, même pas. C'est même La pas ça. République mystérieuse de Kirk, par exemple, mais c'était plus démoniaque. C'était pas ça, par exemple. Mais ça, c'est leur interprétation de Daniken, en fait. Voilà, c'est ça. Ce qu'a bien expliqué Jacques Vallée dans Passeport pour la Gloire. Oui, voilà. Mais voilà, bon, par exemple, des fresques à Décanie, dans le monastère de Décanie, qui ont été interprétées par, je crois que c'est Charou aussi qui avait fait ça. Alors, ça vient du côté russe à la base, et puis après, c'est repris par Charou. Ah oui, parce qu'il s'intéressait beaucoup. Mais c'est vrai que tout ça est quand même parti des Russes, en fait, hein, ces interprétations ufologiques. Quand on regarde l'ufo-archéologie, c'est vraiment né chez les Russes. On a l'impression que c'est un produit aussi de l'athéisme communiste, en fait, hein, puisque c'était des thèses qui étaient soutenues par le parti, en fait, hein, à la base, et puis qui ont ensuite essaimé en Europe à travers notamment Charou, oui, qui est le premier à avoir popularisé ces idées en France. Qui est le premier et puis Bergier, après, qui a repris. Charou, qui est le premier en 62, Trésor du monde pour Rennes le Château aussi. Oui, il était là. Oui. Qui a déterré la tombe de la avec Jean-Luc qui était là. Oui, donc il y a toute cette période-là, et puis il y a les canards aussi du XVIe siècle. Les canards. Oui, les canards, oui, c'est ça, c'était des espèces de feuillets qui. Il faut dire que voilà, quand on est dans une époque où on s'ennuie ferme dans les campagnes, un type qui arrive avec des feuillets en disant on vous raconte une histoire extraordinaire, alors toujours liée à la religion souvent. Enfin, oui, il y a souvent une moralisation religieuse, c'est-à-dire que les effrayants signes dans le ciel, hein, c'est souvent ce qui revient, on décrit des catastrophes abominables avec des fois des phénomènes qui sont pas des phénomènes météo, qui sont autre chose du coup, d'après ces canards, mais toujours ça se termine en général par une morale, c'est à cause de votre vie impie que vous avez déclenché cette colère divine, donc il y a toujours cette dimension religieuse, quel que soit le type de canard, hein, puisque là bon, on évoque cela lié aux effrayants signes dans le ciel, mais après il y a des histoires de monstres, il y a tout un tas, c'est un peu les fake news de l'époque. Bien que certains de ces canards posent question, puisque certains sont plus réalistes, on va dire, que d'autres. Et c'est vrai que dans le bouquin, on s'est posé la question sur certains d'entre eux, notamment de phénomènes observés autour de Nîmes et Montpellier, qui sont moins grandiloquents que les autres, et qui du coup posent question sur leur origine, en fait. C'est les sylphes de Lyon, avec Agobard. Oui, Agobard. Oui. Oui, ça c'est passionnant. Parce que trois sylphes et une femme sylphe. J'avais interrogé c'était un professeur émérite, et je crois qu'il était maître de chaire à Lyon, enfin à l'université de Lyon, et un spécialiste d'Agobard. Il avait fait 3 volumes quand même sur ce personnage historique. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'effectivement quand on lui parle de ça, de la Magonie, etc., clairement il raconte ça. Alors l'histoire est un petit peu différente, c'est un peu l'homme qui a vu l'ours, c'est-à-dire qu'on raconte globalement que ce sont des gens qui sont directement allés voir Agobard pour leur raconter ça, leurs expériences personnelles. Or, c'était pas le cas, c'était vraiment on lit des magies, ces choses-là. Ce qui est plus impressionnant, c'est quand j'ai posé la question à cet historien en lui disant mais c'est quand même étrange que cette histoire-là, elle soit unique dans le secteur. On n'en a pas d'autres en Europe, même pas dans le monde. Des bateaux volants qui arrivent, qui atterrissent, qui plient le blé. Ça a été mélangé d'ailleurs avec les sylphes et puis les tempestaires. Il y avait un édit de Charlemagne qui interdisait aux tempestaires. C'est dingue quand même. Donc voilà, donc c'est ce personnage-là, cet historien qui me dit clairement, effectivement, ça reste totalement unique. Et d'où il a pu inspirer cette histoire qui, encore une fois, on était à une époque extrêmement religieuse. Et là, ça n'a rien à voir. La Magonie, c'est pas le paradis, c'est autre chose. Ça sort de nulle part, et effectivement, je suis d'accord. Oui, c'est de la science-fiction à une époque où ça ne devrait pas exister. Oui, et puis c'est vrai que c'est notre monde. Les phénomènes d'enlèvement, d'abduction, on les retrouve à l'époque, comme la gentilhommerie en Irlande, les légendes de la gentilhommerie, où ils prennent le corps, l'esprit des enfants, des changelits, tout ça. Mais là, c'est vrai que je suis d'accord avec David. Ce qui est vraiment troublant, c'est le fait que ça soit hyper localisé. Parce que bon, j'ai étudié d'autres légendes, notamment, j'ai travaillé sur le légendaire du chat, mais sur les faits. On retrouve systématiquement à travers l'Europe le même type de récit, qui est décliné maintes fois,
avec des petites variantes, mais la structure fondamentale du récit est la même. Et là, effectivement, on a juste ce texte d'Agobard, on a une autre recension qui évoque ça, mais juste sur la même région. Et puis Agobard dénonce en fait ça comme une superstition. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a une croyance locale qui semble se référer du coup à un événement local. C'est la conclusion qu'on peut en tirer. Et finalement, le livre de Jung, Un mythe moderne, on est là-dedans. On est dans cette direction-là aussi. Il y a une interprétation un peu différente quand même là-dessus. Oui. Alors, ouais. Jung, c'est un petit peu complexe parce qu'il est un petit peu à cheval. Effectivement, il est dans sa notion d'archétype qui est archétypale, qui est intéressante, même si. Qui après se rapproche de Vallée, de Petr Méheust. Après, c'est vrai que. Dit Méheust. Ah oui. Il y a malgré tout chez Jung, il me semble, c'est une note de bas de page dans son mythe moderne, où il dit que sa théorie se heurte quand même au fait qu'il y ait des enregistrements radar. Déjà à l'époque, c'est-à-dire que des pilotes ont constaté que le phénomène OVNI, a priori, avait une matérialité. Donc ça, c'est un point sur lequel j'insiste, parce que c'est vrai que quand Jung est souvent cité par les sociologues, etc., il garde le côté un peu mythologique du livre de Jung. Mais à travers cette phrase, qui est vraiment ces 2 lignes dans son bouquin, ça se noie dans l'ensemble, mais il semble malgré tout, lui, reconnaître une matérialité physique à ce phénomène OVNI, à ce phénomène des soucoupes volantes. Voilà, bon, c'était une petite aparté sur... Juste avant le phénomène de 1947, il y a cette vague des archives, des dirigeables volants de 1897. Ça, c'est un sujet qui m'a passionné. On a travaillé dessus avec Eric Zurcher. On est dans justement le pré-OVNI, la pré-ufologie. Mais il y a quand même des témoins, il y a pas mal de choses. Qu'est-ce que vous pensez que... Déjà, on est à une époque où il y a déjà des choses qui volent, quand même, clairement. Et c'est juste au même moment. Ouais, on est dans Robert le Conquérant, Robert le Conquérant de Jules Verne, 1886, et 10 ans après apparaît ce phénomène. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que le phénomène s'est inspiré de Jules Verne, c'est Jules Verne qui a inspiré ça, le problème, c'est qu'en fait, on va déjà. On est dans le miroir. On change un peu la culture des gens déjà à l'époque, c'est-à-dire que ce qui vient du ciel, etc., là, ça peut devenir de la technologie, d'ailleurs, c'est de la technologie, et du coup, on est aussi dans une période où on imagine très clairement, il y a des romans, on n'appelle pas ça la science-fiction à l'époque, mais il y a déjà des bouquins qui parlent d'autres planètes avec d'autres habitants, les Martiens, par exemple, etc. Donc, on est déjà, on commence déjà à se dire que s'il y a des engins qui nous paraissent bizarres dans le ciel, au lieu de se dire c'est le diable, c'est Dieu, c'est je sais pas quoi, ou la nature, ça peut être quelque chose de technologique qui vient d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment les prémices, quoi. Ça, c'est les prémices, mais c'est vrai que dans le bouquin, on s'est arrêté en fait. C'est la bande qu'on a mise. C'est-à-dire que. Il y a des trucs qui volent, c'est presque. Ouais. Il y a 2 bornes qu'on s'est mises, c'est l'art préhistorique évoqué le Tassili, les Martiens de Tassili. C'est un sujet qu'on s'est interdit parce que en fait, on est dans l'interprétation. C'est-à-dire c'est l'art préhistorique, il n'y a aucune écriture de l'époque, donc on ne sait pas à quoi ça se réfère. Clairement, c'est des créatures qui ne sont pas humaines, ça c'est une certitude. Mais de là à dire que c'est des extraterrestres, les hommes préhistoriques avaient des croyances aussi qu'on ne connaît pas, qu'on est obligé de reconstituer. Il y a le bouquin de Le Quélec, La caverne originelle, qui est absolument une bible sur le sujet, qui est vraiment un bouquin fabuleux. Je me suis régalé à le lire, c'est un chef-d'œuvre d'érudition. Et là, on voit vraiment, il fait le bilan. On voit vraiment que les préhistoriens eux-mêmes ne savent rien sur... Alors lui, il conclut avec le mythe d'émergence qui est passionnant, mais là c'est un autre sujet, on partirait sur autre chose. Voilà, il faut bien comprendre que si on interprète d'un point de vue ufologique, on peut avoir aucune certitude sur cette période-là. Et tous les tests qu'on a fait avec l'iconographie et notamment Décani, en fait, sur une période où on a donc des écrits à côté, où on peut... du coup, grâce à ces écrits, faire une lecture symbolique des œuvres, on se rend compte qu'on est à côté de la plaque pour la plupart de ces œuvres quand on les lit d'un point de vue ufologique. Décani, qui pour moi était vraiment, quand j'étais ado, c'était le graal de l'ufologie. Et là, voilà, la conclusion, c'est que c'est pas ça. Daniken a réinterprété tous les travaux de Jean Lotte aussi. Donc il l'a fait à sa façon. C'est pour ça en fait que les Martiens, ça vient de Daniken. Jean Lotte, à la base, c'était un peu différent. Les recherches dans le Québec aussi. Ah oui, bien sûr, oui, mais pour l'autre, les Martiens du Tassili, c'était une boutade en fait, clairement.
Et une C'est boutade qui a Daniken. été prise au premier degré après par les ufologues et notamment Daniken. C'est pas du tout la lecture effectivement de Lot. Il y a la croix de Migné aussi, 1826 dans le Poitou. Ça, c'est assez extraordinaire. Ça, c'est On est dingue, ça. vraiment en miroir, là, le phénomène en miroir. Oui, mais c'est souvent le cas avec y compris les apparitions de la Vierge, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que c'est comme si une forme d'intelligence dotée d'une technologie qui semble nous dépasser d'assez loin, agissait par mimétisme pour voir un peu notre réaction, tout en essayant de garder quelque part, de ne pas perturber notre milieu social, enfin, nos croyances, quoi, tout simplement. Donc c'est malin parce que du coup, une croix qui apparaît dans le ciel, tout le monde se met à genoux, prie, etc. Ça reste dans nos cultures, donc ça fonctionne, quoi. Puis en même temps, voilà, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais en tout cas, le cas de l'apparition de la croix de Migné, c'est 1826 de mémoire, c'est juste assez hallucinant. Parce que voilà, alors, en plus de ça, il y a eu un débat entre les républicains et les comment dire, Les cléricaux. les cléricaux, oui, c'est ça, qui se battaient comme des chiffonniers, alors avec une mauvaise foi d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, hallucinant, les républicains qui disaient mais non, c'est un cerf-volant géant, et le maire de l'époque de la commune, qui pourtant n'était pas vraiment un croyant, disait mais venez, montez-moi un espèce de truc de 40 mètres de long, lumineux, qui va rester là comme ça, qui ne bouge pas d'un poil, hein. C'est impossible, parce qu'on se rend sur place, on voit tout de suite qu'il faudrait des câblages de fou, enfin, c'est totalement inimaginable. Donc pour moi ça reste un mystère. Ce qui reste encore plus un mystère, c'est que autant les histoires extraordinaires dans l'église, hein, des miracles, tout un tas de choses, qui quelquefois donnent des sanctuaires extraordinaires comme Lourdes, qui quelquefois, même si l'histoire est extraordinaire, ne donnent rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Winnie aux Anses, oublié de tous. C'est assez fou, parce que pourtant l'histoire elle est incroyable. Dans pas mal de cas de contact rapproché, il y a des phénomènes qui s'adaptent aussi au métier du témoin et si parfois au milieu socio-psychologique, au milieu social, ou parfois justement au métier, à l'environnement, Oui, c'est très intéressant. Par exemple, il y a des apparitions, enfin, c'est pas des apparitions là pour le coup, mais le cas de Ariel School qui était en 94, je crois, de mémoire, c'est en fait une école qui est pas en Afrique du Sud, mais dans un petit pays là, comment ça s'appelle, Botswana, enfin bref, dans ces coins-là, et il y a des gamins qui, dans ces années-là, 1994 je crois, courent vers les éducateurs qui sont là en disant on vient de voir une espèce de soucoupe volante, des petits êtres en sont sortis. Ils étaient terrifiés les gamins, donc les profs témoignent de ça. Et en fait ce qui s'est passé c'est que les gamins vont vraiment voir des choses, des êtres qui leur parlent par télépathie, pas à tout le monde d'ailleurs, pas à tous les gamins, et qui leur montrent, pareil que la Vierge, l'enfer. Sauf que là il y a une interprétation écologique, c'est-à-dire on montre la Terre, les gamins d'ailleurs ont été interviewés par un journaliste de la BBC, et on voit bien les gamins qui disent mais c'était horrible, je me sentais comme responsable de tout ça, responsable de montrer la Terre dans un état de dévastation absolue. Est-ce que c'est une alerte? Est-ce que c'est... on ne sait pas ce que c'est que ça, mais c'est le même principe, agir par télépathie et montrer par rapport à la culture. Si cet événement-là avait eu lieu 200 ans avant, je suis convaincu qu'ils auraient vu la Vierge. Là, ils ont vu, parce que pour eux c'est extraordinaire, au départ une sorte de lumière, et ça se transforme, non pas en la Vierge, mais là cette fois-ci ça prend l'adaptation de ce que pouvaient imaginer les gamins. Et d'ailleurs c'est très rigolo parce que les gamins, on leur a demandé à tous de dessiner à quoi ressemblait la soucoupe, qu'est-ce qui s'était passé, à quoi ressemblaient les êtres en question. C'est pas les mêmes. Regardez les dessins, c'est pas les mêmes. Et c'est curieux, parce que ça devrait, s'ils ont tous vu la même chose, ça devrait être la même chose. Mais c'est pas la même chose. Très bien, on va conclure là-dessus. Et voilà. Parfait, la synchronisation est impeccable. C'est le La rythme. synchronicité. Et donc, est-ce que vous avez peut-être un ouvrage ensemble à venir travailler sur quelque chose? Alors, pour être très très clair, moi je fais des recherches, je suis passionné par ces sujets-là. Je ne suis pas un fan de l'écriture et je n'ai pas un talent d'écriture, ce qui n'est pas le cas de Christian. Et sur les ovnis, par exemple, c'est Christian qui a rédigé l'intégralité des textes. Alors comme Christian est quelqu'un de très consciencieux et que j'aime pas le terme parce que on dit un rat de bibliothèque, c'est horrible, c'est pas le cas, mais c'est quelqu'un qui adore fouiner, trouver d'autres choses. Tu sais, quand on collabore avec Christian, on a beau apporter des biscuits, Christian va vous ramener un gâteau complet. Il va vous ramener beaucoup de choses. Ce qui fait que voilà, collaborer avec Christian, c'est toujours un bonheur pour moi, hein, parce que voilà. Mais voilà, il y a un travail qui est quand même assez puissant. Après, il bosse très bien tout seul, donc je vois pas à quoi.
Tu pourrais collaborer avec moi sur quoi? Parce que... Ah je sais pas, peut-être qu'on verra dans l'avenir. On verra bien. Écoute, Ouais. moi, en tout cas, ça a toujours été un plaisir. Donc, c'est réciproque, voilà. bien sûr. Ouais. Donc, Et, on verra. ouais, non, mais oui, il y a des sujets peut-être qui seraient intéressants, qui seraient intéressants. Mais voilà, on s'est baladé ensemble, on est allé en Belgique, dans certains coins comme ça pour aller voir quelques mystères. Ça pourrait faire partie d'un bouquin, c'est-à-dire les deux amateurs. Plus qu'amateurs d'ailleurs, mais enfin passionnés par les mystères, etc. On se fait un tour de France en bagnole pendant 1 mois, 2 mois peut-être, pour aller voir justement les légendes les plus extraordinaires. Mais moi j'ai besoin d'aller sur le terrain pour enquêter. Et Christian a une plume. Donc voilà, ça pourrait faire les Laurel et Hardy du paranormal. Ça pourrait être intéressant. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. Bien de Rennes-le-Château. Et à très vite. Merci à vous. Merci, bientôt. Mike.